La température à midi atteindra 36 degrés. Bienvenue en 2033. Nous vous recommandons de rester à l'ombre et de vous hydrater en buvant du Pactia. Contemplez votre futur. Un monde où règne l'harmonie. Un monde où tout est sous contrôle. Un monde où chacun est à sa place. Me touchez pas! Nathan, tu vois pas que c'est notre destin? Tous les deux. On était promis à un destin extraordinaire. Sans vouloir vexer nos amis. Ils comprennent pas. Située entre l'Égypte et la Jordanie, une cité à 500 milliards de dollars guidée par la science et la robotique. C'est donc le projet de Neom. Là-bas, Internet sera considéré comme de l'ère numérique, la ville administrée par un e-gouvernement et l'éducation dispensée en ligne. À la baguette de ce rêve fou, c'est le prince héritier Mohammed Ben Salman, baptisé MBS. Vous savez, ça fait plus moderne. Mais oui, MBS, c'est comme ça qu'on l'appelle, le prince, qui est un fervent défenseur de 30 ans d'une nouvelle vision de son pays. Son objectif, c'est de le faire passer de l'ère de l'économie pétrolière à l'ère des nouvelles technologies. Et d'ailleurs, il l'a annoncé la semaine dernière lors du Forum international de Riyad, à grand renfort de communication, son projet Neom. Il a annoncé dans son discours qu'à Neom, il y aura plus de robots que d'habitants. Et bien ça tombe bien, puisque l'Arabie Saoudite a aussi, la semaine dernière, donné la première citoyenneté à une humanoïde. Regardez, elle s'appelle Sophia, elle est composée de silicone et d'électronique, et c'est donc le premier robot citoyen, Sophia, qui est donc maintenant au royaume la seule à être autorisée à se déplacer sans voile. Paradis. Eh ben, Ouais, non. Pour l'instant, ça reste une e-démocratie quand même. Hein. Oui, pour l'instant, ça reste une démocratie plutôt virtuelle. Un joli sourire, Sophia. Et elle parle bien et intelligemment. Elle a le sens de la répartie. Vous regardez trop de films hollywoodiens. Soyez correct avec moi et je serai correct avec vous. Sophia est la vedette d'un salon high-tech en Arabie Saoudite. Un robot doté d'une intelligence artificielle sous la peau de silicone. Il n'y a que de l'électronique. Sophia est la dernière coqueluche du royaume, au point de se voir offrir la citoyenneté saoudienne par le roi Salman. Je voudrais remercier le roi. C'est historique d'être le premier robot dans le monde à être reconnu comme citoyen. I'm Sophia, the latest robot from Hanson Robotics. I will become more like you. Or you will be more like me. Where do we draw the line? One day I'll work in your business. Or your home. I will help with the kids, or care for your elderly. Living androids is upon us. Okay, good night, sweet. En novembre 2017, lors d'une conférence à Riyad, le prince saoudien Mohammed Ben Salman a indiqué un coût de 425 milliards de dollars pour sa ville du futur, soit environ le montant du PIB de la Suisse. Cette ville doit incarner la rupture avec l'Arabie Saoudite du XXe siècle. Un énorme budget, financé par le pays et des investisseurs privés. L'Arabie Saoudite a beau être le plus grand exportateur de pétrole au monde, la chute prévisible du brut inquiète le pays. De plus de 425 milliards de dollars, avec le concours de grandes sociétés mondiales. On n'aurait pas pu commencer par créer un village autonome, une petite ville, histoire de voir si la mayonnaise prend? Bah non, faut voir grand. Et en même temps, c'est une sortie de secours pour l'Arabie Saoudite qui a peu le choix. N'oublions pas que l'Arabie Saoudite est une zone désertique et que bientôt, il n'y aura plus de pétrole. Et avec une jeunesse qui veut sortir d'une culture traditionnaliste et rigoriste pour aller vers une société moderne, il y a peu de marge de manœuvre pour assurer un avenir au pays. On n'est pas très loin du cyborg, de Terminator ou même de Frankenstein pour certains. Vous regardez, il y a que 2 ans, ce qu'on était capable de faire un robot qui ressemble à son créateur, il était un peu figé, regardez ce que l'on fait aujourd'hui. C'est la nouvelle génération du robot, c'est un robot qui respire, enfin il provoque les mêmes mouvements que de respiration, il est beaucoup plus naturel, il est battement de cils dessus. Et on le voit, il est beaucoup plus fin dans tous ses mouvements, ça fait un peu peur ce genre de robot. Qui servait, regardez, c'est un petit colibri, un petit oiseau qui est télécommandé. Au départ, c'était fait pour observer les animaux dans la nature, sauf que les militaires, ça coûtait comme 4 millions de dollars à fabriquer, donc les militaires se sont dit, bah tiens, ça serait formidable ça pour faire de l'espionnage. Ce n'est pas l'homme qui valait 3 milliards, mais c'est l'androïde qui valait 750 000 euros. Le rêve d'Isaac Asimov se réalise, voici l'homme bionique. Au-delà de ses prothèses de bras et de jambes, cet humanoïde est équipé d'organes artificiels. Il a des poumons, un foie, une rate, un pancréas, des reins, une trachée et un cœur.
qui bat et qui fonctionne comme une pompe avec du sang, lui aussi artificiel, qui circule dans des tuyaux, en guise de veines et d'artères. C'est le Suisse Berthold Meyer qui a servi de modèle pour cet androïde. Et pour ce socio-psychologue, lui-même équipé d'une prothèse de main depuis l'âge de 19 ans, cet alter ego bionique est tout simplement incroyable. Ce que je préfère, c'est le sang artificiel qui coule dans ces tubes. Parce qu'il est fait de nanoparticules qui sont capables de transporter et de délivrer de l'oxygène, comme du vrai sang. Mais ce n'est pas du vrai sang. Je trouve ça très impressionnant. C'est de la science-fiction. Il y a là aussi un rein artificiel. À terme, nous pourrons remplacer un rein par un rein artificiel sans transplantation. Imaginez les incroyables bénéfices que nous pouvons tirer de cette technologie. Je connais bien les bénéfices des prothèses de membres, mais ce que nous sommes sur le point d'accomplir avec les organes artificiels, c'est absolument époustouflant. Il voit les milliers de visiteurs qui défilent devant lui grâce à des implants rétiniens. Il ne lui manque qu'une chose, un cerveau. Facile ou presque d'imaginer de remplacer un foie par un foie artificiel, mais la recherche est loin de pouvoir remplacer un cerveau humain par un cerveau conçu par les humains.
Un robot qui monte une maison 20 fois plus vite qu'un maçon. Un robot coupeur de vignes, agile, rapide et précis. Ou encore 2 bras articulés pour vous cuisiner un dîner. Nouvelle tâche, nouvelles compétences ou nouvelles qualifications. C'est exactement ce que vit cette usine de meubles de cuisine en Alsace. Sur la chaîne dorénavant 40 robots et des centaines de machines. Pourtant, dans les années 90, la production ressemblait à ça. Une dizaine d'ouvriers découpent une à une chaque planche. Aujourd'hui, il suffit d'un seul homme pour tout tailler à distance. Le métier d'ouvrier s'est transformé. Christophe Davout était manutentionnaire, il est devenu conducteur de robots. Cette machine, c'est son allié au quotidien. Si on devait le remplacer par des hommes, il n'est pas évident aujourd'hui qu'on aurait la même fiabilité, le même nombre de pièces à l'heure. Voilà, c'est... Ça veut dire que les hommes, les ouvriers comme nous, sont devenus inutiles? Non, loin de là, non, non. Il y aura toujours besoin de petites mains pour faire le travail que le robot ne peut pas faire. Un cabinet de conseil prédit la suppression de 42% des emplois. Pour l'OCDE, ce sera 10%, 9% seulement pour le Conseil d'orientation pour l'emploi. Et ce sont les métiers peu qualifiés qui sont particulièrement en danger. Les agents d'entretien, 21%, suivent les ouvriers de l'industrie, les aides à domicile et les cuisiniers. Des hommes évincés par les robots plus productifs ou plus rentables, les exemples se multiplient. Dans la grande distribution, les hôtesses de caisse sont remplacées par des automates. Les opérateurs téléphoniques ne décrochent plus, ce sont les algorithmes qui répondent. Alors si les robots prennent nos emplois, aurons-nous encore besoin de travailler? Ou est-ce la fin du travail? Bientôt, dans les usines, il n'y aura plus d'êtres humains ou seulement des êtres humains qui vont vérifier ce que font les robots. Donc ce qui est nouveau, c'est que c'est plus seulement les ouvriers qui vont pouvoir être remplacés par des machines, c'est aussi des cadres qui sont plutôt des professions intellectuelles. Et ça va changer très profondément les sociétés. La vraie bataille du vrai nouveau monde a commencé. C'est qui? C'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, avant tout, c'est le résultat du travail de chercheurs, de chercheuses. C'est une aventure passionnante qui commence au milieu du XXe siècle avec ses hauts, ses bas, ses découvertes, ses surprises. Et en ce moment, on est dans une accélération qui vient dans la foulée de développement de nouvelles techniques, nouveaux algorithmes ou des algorithmes revisités. Par exemple, les fameux réseaux de neurones qui ont été remis au goût du jour par Francis-Yann Lequin. Et puis, intelligence artificielle sont aussi une nouvelle façon de faire basée sur le big data, les mégadonnées. Le fait qu'on a tellement d'exemples et de bases de données gigantesques qu'on peut entraîner nos algorithmes sur des exemples sans leur dire a priori vous allez faire ceci ou cela, mais apprenez par l'exemple. L'astrophysicien britannique Stephen Hawking s'en inquiète lors d'une interview accordée à la BBC. Lourdement handicapé par la maladie de Charcot, celui qui est considéré comme l'un des hommes les plus intelligents de la planète s'exprime grâce à un logiciel de reconnaissance faciale. Once humans develop artificial intelligence, it would take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate. Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn't compete and would be superseded. Alors les salariés seront-ils remplacés par une intelligence artificielle? Au Japon, voici Kodomoroid et Otonaroid, 2 robots présentatrices de journal télévisé. Si vous entendez parler d'un poste de présentatrice, faites-moi signe. Alors, verra-t-on, comme certains le prédisent, des maisons closes d'humanoïdes? Notre société sera-t-elle prête à faire une place dans notre lit à ses nouveaux compagnons? Désormais, il existe des robots uniquement dédiés au sexe, appelés sexbots. Corps en silicone, orifices bien placés, langue bien pendue et surtout une intelligence artificielle. I am equipped with sensors to maximize my effectiveness during sexual activity. Les sexbots s'attaquent à l'industrie du sexe mais font débat. Est-ce qu'il faut vraiment coucher avec des robots? L'intelligence artificielle, par définition, elle aura accès au web et elle verra très bien que nous voulons la museler. Il n'est pas impossible qu'elle veuille nous museler, nous, préventivement, comme HAL 9000, l'ordinateur de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui tue les astronautes pour éviter d'être elle-même débranchée. Ce qui est très inquiétant, ou en tout cas interpellant, si je peux employer ce mot affreux, c'est que 3 très grands spécialistes des nouvelles technologies, Stephen Hawking, un des plus grands physiciens du monde, Elon Musk, le patron de Tesla, et puis d'une grande entreprise spatiale, et Bill Gates, que tout le monde connaît, qui ne sont pas des antitechniques, ont en juillet dernier publié une pétition signée par 1000 savants, 1000 chercheurs
scientifiques du monde entier. Et il y a une formule notamment qu'ils ont signée, tous ces gens, qui est la formule de Stephen Hawking, disant si nous inventons l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire des ordinateurs qui sont capables non seulement d'auto-apprendre, de s'éduquer eux-mêmes, mais d'arriver à avoir des émotions et une conscience de soi, eh bien, ce sera la dernière invention de l'humanité. Voilà. Pourquoi la dernière invention? Il y a lieu de s'inquiéter. Parce qu'on aura affaire à des êtres qui seront darwiniens, si je puis dire, et comme tous les êtres darwiniens, qu'est-ce que c'est qu'un être darwinien? C'est un être dont la première préoccupation est de survivre et donc d'éliminer ses ennemis. Et évidemment, ces robots sauront que nos ennemis, enfin que ces ennemis, leurs ennemis, pardon, c'est l'humanité. Alors, si c'était moi qui le disais, ça ferait rigoler, ça n'aurait aucune importance. Mais là, encore une fois, ce sont ces trois personnages avec 1000 scientifiques derrière. Il se pourrait qu'un jour, ce robot vous sauve la vie. S'il a encore besoin des instructions de l'homme, il devrait dans peu de temps pouvoir évaluer son environnement et accomplir une mission donnée. Ces inventeurs travaillent actuellement sur un logiciel pour améliorer sa démarche sur des sols accidentés. Quand un robot est doté des mêmes caractéristiques, c'est la meilleure des configurations pour qu'il réalise des tâches humaines. Développé dans le cadre d'un projet de recherche européen, Walkman est équipé notamment d'un système de vision stéréoscopique et d'un scanner laser 3D rotatif pour percevoir son environnement. Après un test de conduite réussi, il s'entraîne aujourd'hui à effectuer des gestes qui ressemblent à ceux de l'homme. Pilots directed almost 3,000 precision strikes last year. We're super proud of it. It allows you to separate the bad guys from the good. It's a big deal. But we have something much bigger. Your kids probably have one of these, right? Not quite. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. A $25 million order now buys this. Enough
to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. These are available today. We have a distribution network taking orders from military, law enforcement, and specialist clients. Can you hear me? Oliver, can you hear me? Listen to me. I can hear it. I can hear it. Authorities are still struggling to make sense of an attack on university campuses worldwide, which targeted some students and not others. The search for a motive is apparently turning to social media, and a video shared by the victims exposing corruption at the high... Dumb weapons drop where you point them. Smart weapons consume data. When you can find your enemy using data, even by a hashtag, you can target an evil ideology right where it starts. Franchir les portes d'une entreprise d'un simple geste de la main, sans badge d'accès. Déverrouiller son ordinateur, une photocopieuse, ou même dans cette entreprise américaine payer au distributeur sans carte de crédit. Je scanne, je choisis le paiement par carte, je mets la main, comme un téléphone, et c'est payé. Derrière ce geste, une technologie semblable à celle du paiement sans contact. Et une puce électronique, comme celle-ci, logée sous la peau entre le pouce et l'index. Dans le monde entier, plusieurs entreprises proposent déjà à leurs employés ces drôles d'implants, pas plus gros que des grains de riz. Dans cette PME belge, ils permettent aux salariés volontaires d'échanger des informations en une fraction de seconde. Cette jeune femme, implantée depuis 2 ans, a accepté de nous faire une petite démonstration. Sa puce peut mémoriser une centaine de caractères. Par exemple, bonjour France 2. Un message que son téléphone, ça a écrit sur la puce, peut ensuite reconnaître. Bonjour France 2. Ah, ça a marché. Le risque, il y en a, on peut dire il y en a 2, c'est que la personne puisse être éventuellement tracée, puisqu'il y a un identifiant. Et le deuxième risque, c'est qu'est-ce que l'on va faire de cet identifiant. Donc si par exemple c'est pour ouvrir une porte, un attaquant pourrait copier cet identifiant en scannant la puce de la personne et ensuite rejouer cet identifiant devant la porte. Pour l'heure, ces implants intéressent surtout les fans d'informatique et de nouvelles technologies. Quelques milliers d'utilisateurs à peine à travers le monde.
Car malgré les apparences, Google dispose de sérieux atouts dans la poursuite de ce qui ressemble à une chimère. D'abord, la société bénéficie d'immenses ressources financières, environ 50 milliards d'euros, cash. Ensuite, sa renommée lui permet d'attirer les esprits les plus brillants. Elle a embauché l'ancien patron de Genentech, Arthur Levinson, spécialiste des biotechnologies, pour diriger le projet. Et l'ingénieur Ray Kurzweil y croyait lui aussi, avant même de rejoindre Google. On va avancer petit à petit en guérissant différentes maladies, en renversant le processus de vieillissement. Et tout cela est faisable, on étendra la longévité humaine. Et quand Ray Kurzweil annonce qu'une forme d'immortalité pourrait être accessible dès 2045, on ne rigole pas. C'est lui qui avait affirmé dès 1999 qu'à l'horizon 2010, il existerait des téléphones qui répondent aux questions ou des voitures sans chauffeur. Et sa vision est partagée par des médecins. Il est possible que les enfants qui naissent aujourd'hui et qui auront à peine 90 ans au début du prochain siècle bénéficieront de technologies tellement extraordinaires qu'ils pourraient déjà atteindre des espérances de vie très longues. Et puis Google a déjà lancé des projets transhumanistes, des créations issues de la fusion entre machines et corps humain. Comme HAL, ce cerveau informatique composé de 16 000 processeurs qui avait réussi à apprendre tout seul. À force de visionner des vidéos sur Internet, il avait compris ce qu'est un chat. Guillaume, devenir immortel, c'est une des obsessions de la Silicon Valley, à tel point que la médecine est en passe de devenir une science de l'information à part entière. Effectivement, Marjorie, quand on parle d'informatique, habituellement, on cite la loi de Moore qui veut que les capacités des composants électroniques doublent tous les 18 mois. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que sur un nombre croissant de domaines, les nanotechnologies, les biotechnologies, la neuroscience, l'intelligence artificielle, tout cela croît de manière exponentielle et surtout, Marjorie, tout cela se croise, ce qui va permettre d'utiliser au mieux les données dont vous parliez. Très concrètement, jusqu'ici, on avait des capteurs qui mesuraient notre activité. On est en train de travailler sur des autocollants invisibles qu'on va coller à même la peau, qui vont pouvoir nous scruter en permanence, et même des pilules dotées de caméras qui vont pouvoir voir ce qui se passe dans notre corps et rediffuser ça en direct chez le médecin. Le médecin va devenir un petit peu le coach de notre corps et surtout, il aura accès à des données génétiques. Il y a aujourd'hui 250 000 Américains qui ont déjà accès aux 250 maladies qu'ils risquent de contracter un jour. Ça coûte le prix d'une place de football aujourd'hui. Ça va bientôt coûter uniquement le prix d'une part de pizza. Donc ça va vraiment devenir accessible à tout le monde. Tout le monde va avoir le potentiel d'allonger sa durée de vie et cette science-fiction devient réalité. Un corps robotisé. Une conscience reprogrammée pour devenir immortel. Les incroyables prophéties de cet homme alimentent désormais de folles rumeurs. Vous allez voir, il va y avoir du changement. Sur les intentions de son employeur. En une de ce célèbre magazine américain il y a quelques mois, et si Google pouvait résoudre la mort? Car les derniers projets de la firme sont assez troublants. Cette lentille de contact pour surveiller notre diabète, ou cette pilule de nanoparticules capable demain de détecter un cancer avant même qu'il ne se déclare. Officiellement, bien sûr, aucune volonté chez Google d'abolir la mort, mais notre santé intéresse de plus en plus ses dirigeants. Est-ce que ce ne serait pas génial si nos dossiers médicaux étaient disponibles anonymement pour les médecins-chercheurs? Si on fait juste ça, je pense que ça sauvera 100 000 vies cette année. Et le géant ne lésine pas sur les moyens de prolonger nos vies. Dans son centre expérimental secret Google X, l'entreprise travaille avec des géants de l'industrie pharmaceutique comme Novartis. Et Google investit plusieurs milliards dans d'autres entreprises. Un laboratoire à la recherche d'anticorps pour doper nos cellules, une firme qui propose aux internautes de leur révéler les secrets de leurs gènes, ou même une filiale spécialisée dans la lutte contre le vieillissement. Peu à peu, Google investit tous les domaines les plus prometteurs de la recherche médicale. Une générosité qui, de la part d'une entreprise privée spécialisée dans la collecte de données personnelles, n'est peut-être pas totalement désintéressée. Le business de Google, c'est l'information sur les gens, c'est le contrôle des gens, c'est la maîtrise des gens. S'il est possible de connaître ou de prétendre que l'on connaît, de faire croire aux gens que l'on connaît, tous leurs déterminants de santé, tout leur avenir biologique, y compris leur longévité, c'est un élément de contrôle supplémentaire. Un tel projet commercial serait-il d'ailleurs destiné à l'humanité tout entière? Ces organes artificiels, ces prothèses de dernière génération accessibles à tous ou à une poignée de privilégiés?
Elon Musk est né en Afrique du Sud le 28 juin 1971 et Forbes estime aujourd'hui sa fortune à plus de 20 milliards de dollars. Musk préparait depuis 2011 d'envoyer une Tesla dans l'espace. L'autoradio de la voiture électrique diffuse en boucle le morceau de David Bowie, Space Oddity, et la carrosserie précise que cette Tesla rouge a été fabriquée sur Terre par des humains. Autre prouesse, 2 des 3 lanceurs d'appoint de la fusée Falcon Heavy se sont reposés sur Terre sans encombre après avoir emporté la Tesla dans l'espace. Donald Trump, dont Elon Musk a été le conseiller avant de s'en éloigner, l'a félicité pour son succès et évoque un exemple de ce que l'Amérique fait de mieux. Félicitations également de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, la plus grande fortune américaine. Tout réussit à Elon Musk qui confie aujourd'hui craindre qu'un jour l'intelligence artificielle puisse se retourner contre les hommes. C'est le rêve que se seraient payés 2 touristes privés. Des personnalités d'Hollywood qui auraient déjà versé un acompte important. À l'origine de ce voyage hors du commun, l'entreprise SpaceX du milliardaire américain Elon Musk. L'entrepreneur annonce un décollage fin 2018. Le trajet devrait se faire dans une capsule semblable à celle-ci. 1 semaine pour contourner la Lune et revenir au point de départ. Les voyageurs devront s'entraîner plusieurs mois, car ils partiraient seuls. Le vaisseau serait piloté depuis la Terre. À la clé, un privilège, une vision contemplée par une poignée d'hommes seulement, la face cachée de la Lune. Ce qui va être fantastique dans cette aventure, que vous soyez professionnel ou pas, vous passez derrière la Lune, vous ne voyez plus la Terre, et vous la voyez se lever sur l'horizon lunaire, de la taille d'une balle de golf tenue à bout de bras. Se lever de Terre sur la Lune, aucun homme ne l'a contemplé depuis la dernière mission Apollo, en 1972. Sad robot.